Décidément, entre les Falcon 9 de SpaceX qui sont désormais cloués au sol, l'Europe qui prépare un vol de démonstrateurs de lanceurs réutilisables, un échec de fusée en Chine, les missions de retour d'échantillons martiens chinoises et américaines, le retour sur la Lune qui se prépare et quelques images inédites d'Ariane 6, on peut une nouvelle fois dire que la semaine spatiale aurait été plus que riche en émotions et événements majeurs. Alors, comme d'habitude, je vous propose d'en revoir ensemble l'essentiel dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, une fois n'est pas coutume, je vous propose de parler un peu de SpaceX. En effet, ce 12 juillet au matin, l'entreprise d'Elon Musk lançait une nouvelle fois une grappe d'une vingtaine de satellites Starlink pour ce qui allait être un lancement de routine, comme l'entreprise en fait des dizaines et des dizaines par an. Mais malheureusement, les choses allaient vite dégénérer. Une fuite allait en effet se déclarer sur le second étage, trahie par l'apparition de glace formée par le gaz liquide s'échappant, et mener à l'explosion du moteur après la fin du direct de SpaceX. Si l'entreprise allait bien réussir à communiquer et tenter de faire manœuvrer une dizaine de satellites, la dure réalité s'impose. Après plus de 300 vols réussis, ce qui est une magnifique performance, Falcon 9 vient de connaître son premier échec complet. Échec qui reste nuancé par le fait que le premier étage n'a eu aucun problème pour revenir se poser en mer sur une barge dédiée. Sauf que voilà, le planning est chargé. La mission touristique Polaris Dawn, qui doit comporter la première sortie dans l'espace par des touristes, le tout avec la nouvelle combinaison dédiée de SpaceX, était prévue par exemple pour dans quelques jours. Et il faut ajouter à ça que le calendrier des vols vers l'ISS, avec ou sans astronautes, et autres lancements de satellites militaires ou commerciaux, est plus que rempli pour 2024. Et comme il est hors de question de prendre des risques, surtout quand on parle de vol habité ou de lancement de satellites militaires, eh bien, une enquête sur l'incident a été ouverte par la FAA, et les deux entités vont maintenant devoir collaborer pour déterminer les causes de l'incident, alors que les Falcon 9 sont préventivement cloués au sol. Il faut en effet bien noter que l'anomalie qui s'est produite aurait très bien pu entraîner la destruction de la charge utile, et si cette dernière avait été un satellite militaire à plusieurs milliards de dollars ou des astronautes, eh bien, même si ce genre d'incident est envisagé dans le développement de la capsule Dragon Crew, il vaut mieux ne pas avoir à savoir comment les choses se passeraient. Il va donc maintenant falloir attendre quelques jours encore, SpaceX semblant chercher une issue rapide avant de voir les Falcon 9 voler à nouveau. Mais il n'y a pas que du côté de SpaceX qu'on allait parler de lancement ces derniers jours. En effet, ce 9 juillet, le lanceur européen Ariane 6 réalisait en effet son vol inaugural qui allait être un succès presque complet, mais j'y arrive après. Ariane 6 allait en effet réussir un décollage parfait, une mise en orbite des petits satellites transportés pour ce vol inaugural parfaite, et l'un d'eux allait même filmer l'éjection de la coiffe les protégeant lors du décollage. Mais une fois cette partie de la mission terminée, Ariane 6 devait allumer pour la troisième fois le moteur de son second étage, en cédant un nouvel élément sur Ariane, à savoir l'Auxiliary Propulsion Unit, ou APU, une sorte de petit moteur utilisé entre autres pour pressuriser les réservoirs. Ce troisième allumage du nouveau moteur Vinci, inauguré pour l'occasion, allait ainsi permettre de désorbiter le second étage et provoquer son retour dans l'atmosphère, ainsi que celui de deux petites capsules expérimentales de quelques kilos chacune. Mais là aussi, les choses allaient mal se passer et l'Auxiliary Propulsion Unit allait s'avérer défaillante, empêchant l'allumage du moteur Vinci et entraînant ainsi l'échec de cette partie du vol. Si ce système ne sera pas essentiel au prochain vol d'Ariane 6 et que la cadence ne sera donc pas affectée, c'est donc un aspect qui avait donné énormément de fil à retordre au sol, qui va encore en donner dans l'espace. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans les échecs d'étage supérieur, on notera aussi le lancement en Chine, ce 11 juillet, du petit lanceur Hyperbola 1 développé par iSpace, dont le quatrième étage allait lui aussi connaître un échec, entraînant la perte de la charge utile. L'entreprise en est donc assis à 4 échecs sur 7 vols en total. Mais tout n'allait pas non plus être sombre dans le monde des lanceurs cette semaine. On apprenait en effet que les essais en vol, qui seront de petits bons comme les premiers du Starship du démonstrateur européen Themis, sont désormais attendus pour l'année prochaine. Et avec la volonté européenne de commencer à se pencher sur la réutilisation, et il était temps d'ailleurs, ce petit démonstrateur risque d'être utile pour énormément de pans du spatial européen, d'Ariane 7 à la famille de lanceurs Maya, start-up créée par Ariane Group, ou au spatial privé qui pourra, on l'espère, bénéficier du retour d'expérience sur Themis. Du sommet de ses 30 mètres de haut pour 3,5 de diamètre, Themis risque bien d'être une pierre angulaire de la réutilisation en Europe, et on espère que ses débuts en vol ne seront pas reportés trop longtemps.
Mais cette semaine, on allait aussi pas mal parler d'échantillons martiens. En effet, du côté américain déjà, le programme Mars Sample Return en est à un tournant décisif. Alors que le programme s'avère coûter trop cher, la NASA cherche actuellement différentes solutions, notamment à travers un partenariat public-privé, pour ramener ces échantillons du sol de Mars. Si l'architecture anciennement prévue était l'atterrissage d'un appareil de récupération des échantillons et d'une plateforme contenant une petite fusée dans laquelle les échantillons devaient être placés avant d'être renvoyés vers un satellite attendant en orbite, les choses sont actuellement beaucoup plus floues. D'un côté, différents éléments sont déjà bien avancés, comme la fusée devant ramener les échantillons en orbite, et de l'autre, la réduction des coûts implique de revoir des pans entiers du programme. On apprenait ainsi dans ce contexte de la part de la directrice du Jet Propulsion Laboratory, centre qui développe une grande partie des missions de la NASA, que le JPL avait une proposition stratégiquement intéressante. Utiliser la fameuse Skycrane utilisée pour faire se poser les rovers Curiosity et Perseverance, ce qui permettrait à la fois de simplifier le développement d'un aspect du programme, de réduire les coûts et d'augmenter la fiabilité. Si bien sûr le JPL n'est désormais plus maître à bord et qu'il s'agit d'une proposition parmi d'autres faites par des entreprises externes, cette approche semble néanmoins assez bien balancée entre les bénéfices et le risque. D'autant que la NASA ne peut pas non plus trop dévier des plans initiaux. Alors que l'Europe avance sur le bras manipulateur qui récupérera les échantillons, l'orbiteur qui fera la liaison entre Mars et la Terre vient désormais de passer une étape critique. L'examen de conception qui ouvre la porte au début des essais et à l'assemblage. Ainsi, même si c'est parfois un peu chaotique, Mars Sample Return continue d'avancer et pour le moment, les choses ne sont pas non plus trop sombres. Mais du côté chinois, le retour d'échantillons martiens semble, lui, avancer aussi bien plus vite. L'agence spatiale chinoise semble en effet compter sur un lancement en 2028, suivi un an plus tard de Tianwen 4, qui ira explorer Jupiter et Uranus. Rien que ça. Mais en Europe aussi, l'exploration du système solaire avance. L'Agence spatiale européenne débute en effet l'étude de la mission Ramsès, qui pourrait rejoindre l'astéroïde Apophis en 2029 alors que celui-ci passera près de la Terre. Fortement basé sur Hera, qui décollera cette année étudier l'impact de l'impacteur américain DART et sa tentative de rediriger le couple d'astéroïdes Didymos Dimorphos, Ramsès doit maintenant voir sa sélection approuvée au niveau gouvernemental en novembre 2025 si tout se passe bien. Elle pourrait ainsi être un bon complément à Osiris Apex qui, après avoir apporté sur Terre les échantillons de Bennu, est maintenant en route pour rejoindre le même astéroïde. Mais dans tout ça, le retour sur et autour de la Lune continue aussi de se préparer. Le premier étage du SLS d'Artemis II, qui enverra des humains autour de la Lune avant le retour au sol d'Artemis III, a débuté son voyage de la Nouvelle-Orléans vers la Floride. Il sera ensuite intégré avec ses boosters, le second étage et la capsule Orion, en vue d'un décollage fin 2025. De son côté, l'américain Intuitive Machines continue d'avancer sur le second exemplaire de son atterrisseur lunaire, attendu d'ici quelques mois encore. Il embarquera entre autres le petit rover Yaoki de l'entreprise japonaise du même nom. Enfin, on notera aussi que Rocket Lab continue d'avancer sur son lanceur Neutron, et sur les infrastructures au sol également, alors que la caméra LSST, ses 3,2 milliards de pixels, qui font d'elle le plus grand capteur photo du monde, vient d'arriver au Chili en vue de son installation sur l'observatoire Vera Rubin, un télescope de 8 mètres de diamètre, et de son entrée en service attendue au début 2025. Mais ça, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.